bonjour, c'est le Culture Mag, nouvelle édition avec aujourd'hui au sommaire un focus sur une période amusante, et c'est rien de le dire, du cinéma turc. Entre les années 60 et 70, la Turquie n'avait aucune loi sur le droit à l'image, aucune législation sur les droits d'auteur. Résultat, sur les 7000 films sortis pendant cette période en Turquie, eh bien, un bon nombre sont de pures copies de blockbusters américains. C'est kitsch à souhait. Un documentaire raconte cette histoire, on vous en parlera. Au sommaire également, les premières images de l'exposition Le Corbusier à Paris. En marge des révélations sur la personnalité et les engagements fascistes de l'architecte, eh bien, il y a une grande rétrospective à Beaubourg qui a démarré et le public suit. Et puis nous parlerons mode, petit malin. Giorgio Armani a profité de la Milano 2015 pour célébrer en grande pompe les 40 ans de sa maison. Et puis par la même occasion, ses 80 ans, soirée VIP, public glamour, people en masse, toujours vaillant, le créateur italien. Voilà pour le sommaire. Merci de passer ce petit moment culture et spectacle avec nous. Alors, il a attendu et il a enfin eu. Kamel Daoud a reçu en France le Goncourt du premier roman pour son livre Meursault, contre-enquête, un très intéressant contrepoint au célèbre Étranger d'Albert Camus. Kamel Daoud est l'un des chroniqueurs politiques les plus lus en Algérie. Il a pris le célèbre roman de Camus et il a fait parler le frère de l'arabe, le personnage qui est tué par Meursault dans le livre de Camus. C'est très original et c'est assez fascinant de re-rentrer dans un livre ultra connu, mais par une autre porte, la porte du point de vue arabe. Kamel Daoud vit en Algérie, il a des positions tranchées, libres, éclairé. Il fait l'objet d'une fatwa d'ailleurs. Et pour info, il avait publié sur Facebook l'été dernier un long article expliquant pourquoi, même s'il condamnait Israël, pourquoi il ne se sentait pas solidaire de ses frères à Gaza. C'est donc un très joli prix qui lui est remis. On va partir en Turquie maintenant avec un petit cours d'histoire du cinéma. Entre 1960 et 1970, les cinéastes du pays ont bénéficié d'un vide juridique colossal. Aucune loi sur le copyright, aucune loi sur le plagiat. Résultat, en 10 ans, presque 7000 films sont sortis, la plupart littéralement pompés sur des succès, mais à la sauce Turkish Delight. Daniel Campos avec Sandy Fortis. Coupé-collé, tel était le credo d'une grande partie de l'industrie du cinéma turc dans les années 60 et 70. À l'époque, il n'y avait pas de télévision ni d'école de cinéma et une petite poignée d'auteurs, de producteurs, de réalisateurs et d'acteurs sont pourtant parvenus à sortir plus de 7000 films, des remakes, des remixes, des pépites. Le concept de droit d'auteur n'existant pas en Turquie, ces cinéastes locaux se sont mis à reproduire des films européens, américains et même indiens, parfois à l'identique, parfois remixés, scène par scène, musique par musique. Ce qui comptait, le titre, le sujet, les personnages et les bandes originales réutilisées sans vergogne pour le plus grand bonheur des amateurs aujourd'hui. Profitant du vide juridique de la législation turque, de l'absence de droit à l'image et à la copie, les auteurs ont usé et abusé du copier-coller, une technique qui s'est imposée tout naturellement, mais avec quelques adaptations pour se mettre au goût du public turc. Si Luke Skywalker frappe une fois, le héros turc, Cüneyt Arkın, frappe 100 fois. Si Rocky Balboa court vite, son jumeau turc court encore plus vite. Le Rambo islamique est encore plus fort que Sylvester Stallone. Et si vous avez eu peur en regardant L'Exorciste, vous frémirez devant l'Izmir Exorciste qui est encore plus effrayant, ou presque. Si ces films sortaient aujourd'hui, les cinéastes turcs crouleraient sous les procès, mais à l'époque ce n'était pas vraiment à l'ordre du jour, d'où une avalanche de nanars collector exceptionnels, Superman, Zorro ou Dracula. Autant de films qui ont inspiré Sem Kaya, ce jeune réalisateur germano-turc a mis 7 ans pour réaliser un documentaire formidable titré Remake, Remix, Rip-Off, un film qui raconte et explique l'origine de cette culture de reproduction en Turquie et son influence sur les séries télé d'aujourd'hui. Un film encensé par la critique qui démontre que même si cette période de l'industrie du cinéma turc peut sembler ridicule, et en dépit de la faible qualité de ces nombreux films réalisés à l'époque, ces B-movies très inspirés ont leur place dans l'histoire du cinéma local. S'il vous plaît, rembobiner, ça se dit comment en turc ? Sevilen, sevilmeyen insanların filmi. À suivre, l'anniversaire de Giorgio Armani en plein expo universelle à Milan. Mais tout de suite, une autre expo qui fait pas mal parler d'elle. C'est le highlight du jour. Il est signé Sandy Fortis.
grande rétrospective de Le Corbusier à Beaubourg. Pour le 50e anniversaire de sa mort, le Centre Pompidou consacre une grande exposition à l'œuvre de l'architecte de renom. Exit la polémique autour de ses idées politiques, les ouvrages l'accusant, preuve à l'appui, d'antisémitisme, de fascisme militant et d'avoir entretenu des liens avec le régime de Vichy sont passés aux oubliettes. Ne souhaitant pas faire une exposition biographique, mais partir de l'idée du corps dans l'œuvre de l'artiste, le commissaire de l'exposition a choisi d'exposer quelques 300 œuvres, toutes tournant autour de la thématique du corps de l'homme. Dessins, maquettes, tableaux, photos, que des pièces originales dont certaines encore jamais vues. Le corps dans tous ses états par Le Corbusier, c'est au Centre Pompidou à Paris. C'est définitivement l'actrice la plus fascinante, la plus libre, la plus belle aussi du paysage français. Catherine Deneuve fait l'ouverture du Festival de Cannes. Elle fait surtout la couverture du journal français Elle, cette semaine, qui sort une journée en avance à cause des ponts. Une Catherine Deneuve qui se confie et qui est surtout photographiée en mode no tricherie par le célèbre David Bailey, le photographe royal. David Bailey qui fut aussi le mari de Catherine Deneuve, le seul homme qu'elle ait épousé et qu'elle n'avait pas revu, ça c'est pour la petite histoire, qu'elle n'avait pas revu depuis 20 ans. L'actrice fait donc également l'ouverture du Festival de Cannes avec le film La tête haute d'Emmanuel Berceau. Elle incarnera dans ce film une juge pour enfants. Du glamour encore et toujours, malgré ses 80 ans, Giorgio Armani surfe sur la vague. Il a célébré l'anniversaire de sa personne, il a célébré l'anniversaire de sa maison pendant l'exposition universelle de Milan. Le récit, Sandy Fortis. « 40 ans de mode, ça se fête et Giorgio Armani ne s'est pas privé. À 80 ans, le célèbre créateur a choisi de marquer le coup en grande pompe. Au programme, une cérémonie prestigieuse à Milan avec près de 500 invités VIP triés sur le volet. Kate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Sophia Loren, que du beau monde. Je suis très heureuse d'être là. Toutes ces personnes qui ont fait le déplacement montrent bien à quel point cet homme est génial. On porte tous ses créations depuis des années. Moi, je les porte depuis 30 ans et il fête aujourd'hui ses 40 ans. C'est un grand événement. Comme Tina Turner, nombreuses stars portent du Giorgio Armani depuis ses débuts. Glenn Close se souvient même de son premier achat. C'était sur Madison Avenue en 1985, peu de temps après qu'il se soit installé aux États-Unis. Mon placard est encore rempli de ces magnifiques créations et je les porte encore. Elles vous donnent l'impression d'être belle, de pouvoir être qui vous voulez. C'est très important. Un sentiment qui n'est pas réservé à la gente féminine. C'est la beauté, la grâce, c'est le style et l'élégance. C'est aussi un homme puissant qui a travaillé dur toute sa vie pour apporter sa contribution au monde, ses créations aux hommes et aux femmes partout dans le monde. La soirée de King Giorgio a été marquée par l'inauguration de son exposition Armani Silos, qui donne un aperçu de ses 40 ans de carrière en 600 tenues et 200 accessoires, mais aussi un défilé exceptionnel, tout en paillettes et en éclats, une sélection de pièces Armani privées, la ligne haute couture de la maison lancée en 2005. Ancien étalagiste, le créateur d'origine arménienne a fait bien du chemin en 40 ans. 40 ans d'accomplissement, que ce soit en haute couture ou en prêt-à-porter. Il y a eu de nombreux moments marquants entre mes débuts et aujourd'hui. Certains ont été forts, d'autres plus routiniers. Ça fait partie de notre métier. Mais le moment le plus fort en émotion, c'était peut-être le jour où je me suis vu en couverture du Time Magazine. 80 ans, 40 ans de carrière et toujours une imagination débordante, Giorgio Armani n'a pas fini de nous étonner. C'est magnifique, la mode, tout le monde est toujours très très beau et toujours très 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 heureux. D'ailleurs, on va rester dans la mode parce que comme chaque saison, le traditionnel défilé croisière des maisons de luxe bat son plein. Cette semaine, c'est la maison Chanel qui s'est livrée à l'exercice. La célèbre maison française a présenté sa collection croisière à Séoul, une magnifique collection devant un public de fans. Vous l'ignorez peut-être ou vous le savez sans doute. Qu'est-ce que c'est qu'une collection croisière ? Eh bien, c'est une collection de vêtements qui sont censés être proposés à des clientes qui vont partir en croisière pour l'été et qui sont vendus hors saison.
Et nous recevons maintenant la peintre Orly Mayberg. Bonjour Orly, merci beaucoup d'être sur le plateau, de comprendre un petit peu le français. Vous êtes artiste et vous sortez une exposition magnifique à la galerie Noga, c'est à Tel Aviv en Israël, titrée Encre blanche, White Ink. Pourquoi? White ink is a term that, White ink, c'est un terme d'Hélène Sixou, qui était une Française juive d'origine algérienne. In 1975, she wrote this term for Elle l'a inventé en 1975 pour désigner les femmes qui écrivent. herself with white ink. Elle expliquait que les femmes écrivaient elles-mêmes avec de l'encre blanche. Dans un de ses articles, Le rire de la méduse, elle dit que les femmes écrivent avec le lait maternel. That writes from the breast milk of a mother. Et puisque l'expo est très très blanche et que la technique utilisée, c'est l'encre, que j'ai commencé à faire ces imprimés qui sont des encres sur papier, j'ai décidé de la nommer White Ink, encre blanche. C'est approprié. Alors on sent beaucoup d'influence dans votre travail. On voit quelques images pendant que vous parlez. Donc est-ce que vous pouvez peut-être considérer que c'est un travail féministe, politique ? Le fait de peindre ces corps, parce qu'on va revenir sur le reste de votre travail, mais enfin, c'est quand même un engagement politique, féministe. Je dirais que je ne voulais pas mettre en valeur seulement l'angle féministe. Mais je pense que je suis une féministe, bien sûr, et je ne pense pas que ce soit un problème, puisque je vis ma vie en tant que féministe. Cette œuvre peut être considérée totalement en tant qu'œuvre féministe parce que c'est un corps féminin et que c'est la position, la posture de cette figure. C'est quelque chose qui peut suggérer quelque chose de féministe, un ego féministe. Bien sûr. Alors, pendant que vous répondez aux questions, on voit une deuxième partie de votre travail qui est un travail plus ancien qui s'appelle Nager en Galilée. J'aurais voulu qu'on revoie les images de White Ink, mais on va les reverra après. Quel est votre rapport au corps finalement? Parce qu'il y a toujours des corps dans votre peinture, Orly. Yes, the body plays an important role. I think that I always deal for some. Le corps joue un rôle important. Je pense que j'aborde toujours... Vous savez, dans la série sur le lac de Tibériade, il y en a beaucoup, des groupes de personnes. D'habitude, ils ne sont pas identifiés personnellement, il n'y a pas de visage, mais le corps joue un rôle très important. Je pense que le corps représente la disparition, la fragilité. Ça fait partie de ce qui m'intéresse. Alors, je voudrais qu'on revienne sur White Ink. On disait tout à l'heure, hors antenne, qu'il y avait quand même des influences un peu de Marlène Dumas. Il y a également des corps un peu étirés à la Egon Schiele. Où est-ce que vous vous situez parmi, je ne sais pas, vos... I think I'm affected, we're influenced by a lot of artists, and Marlène Dumas I really like, and Egon Schiele. Je pense que je suis affectée ou influencée par de nombreux artistes comme Marlène Dumas, que j'aime beaucoup, et Egon Schiele. C'est mon premier amour parce que mon grand-père était marchand d'art et il m'a emmené voir mes premiers tableaux. Des tableaux d'Egon Schiele dans une galerie en Europe. Donc oui, vous avez mis le doigt directement sur les personnes que j'aime. Mais je pense que Marlène Dumas, c'est différent. La technique est peut-être similaire, c'est l'eau, mais elle s'attaque au noyau principal du corps, mais vu d'un autre angle. C'est plus violent, c'est quelque chose que je n'ai pas, je pense. C'est que parce qu'en voyant ce travail, White Ink, au premier abord, on a l'impression que c'est un peu triste, un peu sombre, et puis finalement, il y a énormément d'énergie, il y a quelque chose de très vital qui sort. Je suis heureuse que vous le mentionniez, parce que dans l'expo, lorsque vous entrez, et vous ne pouvez pas le voir à l'écran, mais c'est ce que j'ai essayé de faire, et les réactions que j'ai reçues lors du vernissage, c'est qu'il y a quelque chose de zen. C'est comme si les gens étaient en lévitation, c'est comme s'ils flottaient avec tout ce blanc, avec ses bras grands ouverts. Donc, je ne pense pas que ce soit triste. Dernière question, vraiment très courte. Pourquoi avez-vous voulu faire des reproductions géantes et pas finalement montrer les originaux à cette exposition? Vous avez compris, bravo. Oui, j'ai compris et je suis très contente, je vais le dire à ma prof de français. Les dessins sont très petits et je voulais m'éloigner des originaux. Et j'ai pensé que de l'imprimer en géant, ça renforcerait le message que je voulais faire passer.
En petit, ça n'aurait pas été la même chose. Merci beaucoup, Orly Mayberg. Et j'invite donc les visiteurs qui sont en Israël, à Tel Aviv, à aller voir votre expo à Noga. Merci. Bye. Voilà, c'est une interview avec Orly Mayberg qui a été enregistrée avant ce journal. C'est la fin du Culture Mag. Merci beaucoup pour votre fidélité. On va se retrouver demain, bien évidemment, à la même heure pour un nouveau journal. Juste après moi, eh bien, c'est l'info qui continue sur i24 News. Et si enfin vous avez raté l'ensemble du journal ou de nos programmes, vous avez toujours l'application i24 que vous pouvez télécharger sur votre iPhone ou sur votre ordinateur et nous suivre ainsi toute la journée. Merci, à demain.